Ah oui. Grand merci, je suis hyper touché parce que en plus, effectivement, comme on l'a dit un petit peu avant, t'es un peu le parrain involontaire de Populaire, la chronique mensuelle qu'on fait sur l'UMA pour cette saison, parce que le premier de la saison, du coup, c'était sur la cérémonie des JO, et le dernier, c'était donc sur Starmania, et c'était une pure coïncidence, en fait, parce que moi, j'étais fan de Starmania, et je voulais parler de la cérémonie des JO, et à chaque fois, je me retrouve face à Thomas Joly, et là, je me retrouve face à toi en vrai, donc Ça y est. ça me Et puis on a fait autre chose en commun, le titre là. Et oui, Ça ira. et oui, ça ira. C'était le titre de la cérémonie aussi. Bien Bon, sûr. On sait d'où il vient, hein, ce titre. Oui, On oui. l'a pas inventé. Mais Vu les C'est vrai. images qu'il y a dans le générique, je pense que c'est voilà, c'est pas. On peut dire qu'on a pompé, hein, Ouais, très je pense clairement. que, Ouais, voilà, on il y a eu une peut petite dire, pas de influence. souci. Il y a eu une petite influence, donc voilà. Et effectivement, moi non plus, qui ne suis pas du tout théâtre à la base, je te connaissais pas spécialement. Je t'ai découvert comme tous les normies qui ne vont pas au théâtre avec la cérémonie des JO, mais évidemment, les amateurs de théâtre connaissent ta carrière avant, et on va y revenir. Et en revanche, toi, Sophie, tu connais beaucoup mieux. Et moi, j'avais envie juste de repasser un petit moment qu'on avait mis dans une des vidéos, la vidéo sur la cérémonie des JO, où justement on parlait de toi, et qui était un moment d'ailleurs qui n'est pas écrit, hein, qui est un moment qui était en aparté enregistré. Est-ce qu'on a ça en régie? Normalement, on l'a en régie. Est-ce qu'on l'a? Non, c'est pas Non, celui-là. c'est pas parce celle-ci. que Non, Non, c'est pas celle-ci. Je pense que si tu- C'est pas celle-ci. ça c'est plus tard. C'est le La passage. première, l'extrait de Populaire, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez Oui, ou pas c'est ça, très bien, c'est du bon côté. J'avais trop envie de faire un truc, analyser toutes les séquences, toutes les petites références hyper précises et tout. Il y avait tellement de trucs. En fait, la vidéo, elle durait 3 heures. Et en plus, en vrai, bah, moi, j'étais obligé d'aimer. En fait, il suffit juste de regarder toutes les émissions qu'on a faites pour l'UMA avant. Parce qu'il y a eu les séquences qu'on tournait, etc. et tout. Mais ils ont tout mis. Genre, ils ont mis Jules Verne, ils ont mis de la stop motion, ils ont mis le cinéma lumière, ils ont mis les Mignons, ils ont mis Assassin's Creed, ils ont fait théorie du complot. Je pense que Thomas Joly regarde cette émission. Dis-nous, Thomas, en MP, on le dira pas. Je pense que c'est ça, il s'est inspiré de tout ce qu'on a dit, c'est sûr. Putain, faut que je confesse. Ouais. Faut que je confesse quelque chose. Parce que j'ai vu cette vidéo qui est super, mais c'était la première fois que je voyais une de tes vidéos. Je suis navré. Non, mais j'étais déjà hyper content que tu l'aies vue. Et elle est super, cette vidéo. Je te remercie parce que c'est toujours heureux de lire comment est-ce qu'on décrypte, comment est-ce qu'un journaliste, un chroniqueur ou quoi, prend un objet concret, nous, avec le travail de dramaturgie, les collaborateurs, les collaboratrices, et tout à coup, voilà, il est livré au monde entier. Et cette analyse, je l'ai trouvée vachement heureuse parce qu'elle est tout à fait même à l'endroit qu'on souhaitait, en fait. D'accord, très bien. Ben justement, sur ce que vous souhaitiez avec cette cérémonie, nous, dans Populaire, notre angle, c'est aussi beaucoup de défendre la culture populaire, évidemment, ce qui veut un peu dire beaucoup de choses très différentes. Et là, dans la cérémonie, il y avait effectivement toute cette culture populaire française, mais aussi mélangée à de la culture savante, de la culture littéraire, des cultures dites plus classiques ou plus légitimes, etc. Et donc, ma première question, moi, c'est quelle vision de la culture vous vouliez mettre en avant dans cette cérémonie qui devait justement montrer la culture française? Alors déjà, moi, depuis mon travail de metteur en scène de théâtre, d'opéra et de comédie musicale, je crois j'ai vu qu'il y avait le disque de Starmania dans le décor. Déjà, depuis longtemps, je porte un discours qui est de ne pas hiérarchiser les objets culturels. Moi, je viens d'un petit village, d'une famille qui n'allait pas au théâtre, qui n'allait pas à l'opéra, qui était beaucoup devant la télévision, devant Canal+, en l'occurrence. Et puis, j'étais une enfance très heureuse, hein, mais voilà, ça, c'est mon bagage culturel, il est celui-ci. Et donc, je pioche partout. J'adore les jeux vidéo, je vais au cinéma, je vais aussi à l'opéra, au théâtre, etc. Bref, j'ai pas envie qu'on hiérarchise parce que je crois qu'on n'est plus sous l'ère de Malraux, quoi, qu'il n'y a pas de grandes œuvres qui éclairent. Je pense que tout objet culturel, à partir du moment où il nous parle, nous concerne, il est éclairant. Bref. Donc ça, c'est déjà ce qui me motive. Après, sur cette cérémonie en particulier, mon travail, c'était de ne laisser personne sur le bas-côté. Et de dire que la France, elle a une culture qui est très riche, très diverse, et qu'on peut aller piocher dans plein d'endroits et faire se rencontrer aussi les genres différents, ou même ce qu'on pourrait qualifier de niveaux différents. Par exemple, la musique classique, l'opéra, avec le métal. Bon, c'est tous les deux de la musique, mais quelle rencontre on peut créer ou la garde républicaine avec Aya Nakamura, ou évidemment, oui,
Tu as parlé d'Assassin's Creed parce que ça, c'est mon jeu préféré, c'est vrai. Mais il fallait aussi montrer les toits de Paris. Et donc ça, c'est intéressant de prendre quelqu'un qui fait du parcours pour montrer les toits. Mais ce personnage qu'on a inventé, il est fait aussi de tous les romans. Dans les romans français, on a beaucoup de personnages masqués. On a Belphégor, on a l'homme au masque de fer, Alexandre Dumas. On a Fantomas, Fantomette. On a beaucoup de personnages avec des masques en réalité. Et donc, Vidocq, tout ça, bref. Du coup, on s'est dit, tiens, on va créer un personnage masqué. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est aussi des amalgames entre des cultures qui sont très populaires, des genres de culture, enfin, des genres culturels différents, et puis pour créer de nouveaux morceaux, des nouvelles identités, des nouveaux personnages, etc. Et évidemment, il y avait une autre responsabilité dans cette cérémonie, c'était de devoir représenter pas juste la culture française, mais la France d'une certaine façon. Et comme on le faisait remarquer dans la vidéo, d'une certaine façon, tu t'es retrouvé à devoir représenter la France devant le monde, etc., de manière qui unisse, qui soit pas trop clivante, etc., et qui, voilà, où il y ait tout le monde. Sauf que, évidemment, quelle vision de la France? Tu montres toujours une vision de la France, c'est jamais neutre, et voire même, ça peut être une vision politique. Quel a été ton regard, toi, là-dessus, sur le fait de représenter le pays et d'essayer que tout le monde s'y retrouve? D'abord, moi je crois que le spectacle vivant, il est politique. Parce qu'il s'adresse à un grand nombre de personnes. Alors en l'occurrence ici, je crois, on est à 24 millions de personnes. C'est la cérémonie la plus vue de l'histoire des Jeux Olympiques. Ouais. Ah ouais? Ouais. Même devant Pékin, parce qu'ils sont nombreux. Ouais, si, okay. À la télévision, c'est la cérémonie qui a été regardée. Alors là, je parlais que des téléspectateurs et actrices françaises. Donc ça, quand on s'adresse à un très grand nombre de personnes et qu'on délivre du sens, du signe, des messages, des valeurs, etc., forcément qu'on est politique. Pas forcément politicien, mais c'est politique au sens où ça s'adresse à la cité, P-O-L-I-S, police, la cité. Et donc, mon travail, c'était de dire, bon... on va accueillir le monde entier va nous regarder, et on doit dire bienvenue chez nous à tous ces athlètes qu'on accueille dans Paris. Et le nous, c'est ça, moi, qui m'intéressait de traiter. C'est qui nous? C'est tellement divers, c'est tellement, du coup, pluriel, riche, qu'il va falloir, pour mettre personne sur le bas-côté, montrer cette grande diversité, mais pas seulement la juxtaposer et montrer qu'en fait, il y a plein de diversité dans notre pays, mais de les faire se rencontrer, de faire que ça puisse créer de la beauté, de la surprise, de l'émotion. Il y a beaucoup d'exemples. L'autre chance que j'avais, c'était ce parcours sur la scène qui avait été décidé avant mon arrivée en 2022, et c'était l'idée de Thierry Reboul. Et en fait, ce qui est heureux, c'est que tous ces sites, ces monuments, ils charrient aussi des histoires. Et pour certains, depuis longtemps, des histoires qui sont celles avec le grand H, mais aussi des histoires de la photo, des histoires de la peinture, des histoires du cinéma. Le Pont-Neuf, par exemple, on a à la fois les Oscarax, les amants du Pont-Neuf, qui peuvent nous revenir, mais on a aussi ce pont qui a été peint par Turner, par Monet. C'est le plus vieux pont de Paris, donc évidemment, on a toute son histoire aussi reliée au vieux Paris, etc. Bref, et tout ça, en fait, nous a créé des faisceaux. On a puisé en fait nos matières dans tous ces sites et ces monuments, et ensuite on a déployé ces 12 tableaux qui nous semblaient en fait assez représentatifs, pouvant en tout cas inclure l'ensemble de ces diversités, et où chacune pourrait à un moment s'y retrouver, mais aussi découvrir d'autres axes, d'autres façons de faire de la musique, de la danse, etc. Voilà. Ça s'est passé comme ça. On va se tutoyer puisque tout le monde se tutoie. On se tutoie, allez. Tu parlais à l'instant d'inclusion. Cette cérémonie des JO a eu lieu dans un contexte politique très particulier, après la séquence de la dissolution, Absolument. des élections législatives. Même si, in fine, le Front populaire est arrivé en tête, c'était une séquence quand même âpre, voilà, c'est le mot, montée des idées de l'extrême droite. Absolument. Est-ce que tu as eu le sentiment que cette cérémonie marquait un coup d'arrêt, alors peut-être temporaire, mais à cet imaginaire réactionnaire, à ce bain réactionnaire dans lequel on était à ce moment-là? Alors, oui. On a même parlé dans les médias de troisième tour esthétique. Voilà. C'est vous? C'était vous? C'est le Monde, je crois. C'était le Monde qui avait parlé de ça, voilà. Okay. Troisième tour esthétique. Alors, d'abord, il faut comprendre que la cérémonie, elle est pensée pas seulement en réaction du tout même. Elle n'est pas du tout pensée en réaction à ce printemps, puisqu'on y travaillait depuis l'hiver 2022, et que le récit qui a été déployé le soir du 26 juillet était, lui, achevé en mars 2023.
Mais vous avez raison. Moi, j'avais pas envie, nous n'avions pas envie, comme je disais, de laisser des gens sur le côté. Et je voulais aussi, à un moment donné, mettre un coup d'arrêt à un discours qui est celui où on s'entendrait pas. Un discours qui serait on ne se comprend plus, on ne peut pas vivre ensemble, nous sommes trop polarisés pour aujourd'hui trouver un sentiment, enfin même une vie ensemble, quoi, une unité, quoi. Ça ne me convient pas comme discours, parce qu'en réalité, c'est pas ce que nous dit non plus la République. Parce qu'il y a ça aussi. L'étude aussi de ce pays, de son histoire, etc., grâce aussi à Patrick Boucheron, et puis à tout le travail qu'on a pu faire sur les sites, on a pu aller à la conciergerie, comprendre ce que c'est que cet endroit, toutes les étapes de son histoire, le palais du Louvre, évidemment, bon, bref. Et en fait, quand on regarde l'histoire de France, on se dit, mais cette richesse-là, cette diversité, cette richesse, cette beauté-là, elle est en fait notre identité. Et c'est pas simplement aujourd'hui. Moi, je n'ai pas voulu, en tout cas, faire une cérémonie de droite ou de gauche. Je voulais pas non plus, ce qui m'a été plutôt dit après, faire ce que je comprends même pas ce que c'est d'ailleurs du woke, je vois même pas l'idée. J'ai voulu montrer la France et dire en fait c'est déjà là. Hein. C'est pas une France imaginaire que je propose, que je donne à voir. C'est une France qui non seulement a existé dans son histoire, mais qui existe bel et bien. J'insiste encore, j'aime bien insister sur bel et bien. Ouais, elle est belle, elle est bien, et que donc les imaginaires, c'est pas ce soir. Ce soir, c'est le réel. Et donc d'où viennent les imaginaires? Viennent-ils de ces discours réactionnaires? De quelle France nous parle-t-on? Par quel prisme regarde-t-on la France? Parce que dans cette cérémonie, il y avait aussi, par exemple, tout le tableau autour de Notre-Dame de Paris, donc de cet édifice religieux, de l'héritage aussi catholique, chrétien, catholique de la France. Hein. Il n'y a pas que cette religion-là, mais sur le parcours, il y avait cette cathédrale. Donc voilà, en fait, tout le monde était invité à la fête. Et il y avait donc une France réelle. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça aussi la grande approbation de la part des spectateurs et des spectatrices. Il y a eu un sondage qui est sorti qui disait 86% des gens ont apprécié la cérémonie. Et puis, au-delà de l'apprécier, la fierté. C'est le mot qui m'est revenu aux oreilles en permanence, qui continue d'ailleurs dans la rue, sur les réseaux, etc. Le sentiment, alors ça pour le coup je l'avais pas du tout prémédité, les gens se sentent fiers d'être français, françaises, et se sentent à un moment donné unis dans ce qu'ils voient représenter. Ce qui prouve donc qu'on est finalement assez nombreux et nombreuses à bien vouloir bien vivre ensemble. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Je ne sais pas si tu as regardé la cérémonie de réouverture de Notre-Dame. En la voyant, j'ai eu le sentiment que quelque chose qui s'était ouvert avec la cérémonie des JO se refermait avec une cérémonie extrêmement convenue d'autocélébration, avec tous les puissants, avec tous les mécènes très riches invités là. J'ai l'impression que c'était l'inverse d'une cérémonie populaire et que là, quelque chose se refermait. Donc, vous, gens de culture, gens de théâtre, qu'est-ce que vous faites pour gagner ou pour essayer de gagner, de mener en tout cas la bataille culturelle dans cette période, de manière durable en fait. Oui. Ce qui a changé cette année, dans mon point de vue d'artiste, c'est que j'en avais la conviction que le spectacle vivant, il pouvait d'une certaine manière fédérer, il pouvait induire un sentiment d'unité dans les sociétés. J'en avais la conviction parce que je l'ai appris de ce qu'on m'a appris des Grecs, du théâtre antique, etc. De aussi l'héritage du Conseil national de la résistance qui, après la guerre, met en place, Jeanne Laurent, met en place les centres dramatiques nationaux, les théâtres nationaux, les scènes nationales partout sur le territoire comme outil de consolation, de consolidation, de réconciliation aussi du pays après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça, c'était le bagage théorique. Et je regardais les archives, les textes, etc., Jean Vilar, etc. Mais je ne le sentais pas. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que je suis allé gratter théâtralement du côté de spectacles qui duraient 18 heures, non pas par souci de vouloir faire de la démesure ou je ne sais quoi qui a été dit, mais surtout pour essayer de pousser un peu les murs du spectacle. Je rappelle qu'à l'Antiquité, les gens passaient la journée entière au théâtre, ou voire des semaines entières. Les grandes Dionysies, il y avait même apparemment des amendes si on n'allait pas au théâtre, etc. Donc ça veut dire que c'était vraiment un outil pour faire société, pour faire humanité, faire société. Et là, tout à coup, le 26 juillet,
quelque chose de cet ordre-là, je crois, s'est déroulé. Alors comment on le perpétue? D'abord, on a encore la chance d'avoir cet immense réseau de salles, d'artistes, toutes ces compagnies, partout, sur tous les territoires de France, qui, dans toutes les disciplines, danse, cirque, marionnette, théâtre, jeune public, etc., qui œuvrent dans des conditions difficiles d'ailleurs en ce moment, vis-à-vis des budgets, vis-à-vis des coupes, vis-à-vis de l'avenir, qui œuvrent tous les jours avec les habitants, les habitantes des territoires, tous les publics. Et c'est déjà une armée qui est mise en place. Donc moi j'ai l'impression que, quand je dis armée, c'est une armée culturelle. Hein. C'est pas que pour se battre, même s'il y a une bataille en cours et qu'il faut se battre quand même. Mais en tout cas, de dire, peut-être qu'il faudrait déjà une politique culturelle. Première idée. Par exemple. Première idée. Et puis ensuite, prendre les leçons de ce qu'est une grande célébration populaire et dans les villes. À Toulouse, il y a eu, vous savez, les machines de Lille, là au mois de septembre, qui sont venues avec leurs géants dans les rues. 1 million de personnes en famille sortent dans les rues et suivent ces délégations de géants. Moi, j'y étais pas, mais je me dis, donc on a ce goût. Peut-être de grandes fresques populaires, peut-être qu'il faut repenser les fêtes de la Fédération, les fêtes de la Révolution, les fêtes révolutionnaires, j'en sais rien, des grandes fresques qui racontent nos histoires, mais pas seulement à Paris, mais partout, qui rebrassent nos traditions, nos légendes aussi, selon les villes, nos folklores, j'en sais rien, on peut réinventer. Il y avait le soir de la cérémonie de la bourrée auvergnate, par exemple, c'était 30 secondes, mais il y avait de la bourrée auvergnate. Il y a Victor Vessanto qui avait repensé le costume traditionnel alsacien sur le grand défilé aussi, et c'était de manière très moderne, très contemporaine. Voilà, quand je parle de folklore, et ça, c'est aussi pour réinterroger nos identités de ville aussi, et de France, et donc de nation. Peut-être qu'il y a quelque chose à inventer de cet ordre. Et alors, justement, est-ce que tu n'as pas regretté déjà, comment tu as vécu cette réaction, j'emploie le terme dans tous les sens du terme, à la cérémonie? Est-ce que tu t'y attendais? Et aussi, est-ce que tu n'as pas regretté un peu que 2-3 séquences en fait, soient mises en avant? Philippe Catherine, la partie un peu club, queer, etc. Puis aussi Aya Nakamura, évidemment, même si j'imagine ça, tu te doutais que ça allait faire réagir un petit peu devant l'Académie française, etc., avec la garde et tout. Comment dire, déjà, voilà, est-ce que tu t'attendais à cette réaction? Comment tu l'as vécue? Est-ce que la réaction, justement, des plateaux télé un peu réac qui se sont concentrés sur ces séquences et qui ont polémiqué là-dessus, est-ce que tu n'as pas un regret que ça ait un peu masqué, d'une certaine façon, tout le reste de la cérémonie et toutes ces autres choses qui étaient dedans, comme si elle était résumée dans tous les médias un petit peu Bolloré, mais pas que, à des polémiques sur 2-3 séquences en particulier? J'ai l'impression, avec en plus le temps qui est passé depuis, que d'abord ils se sont confondus. Parce qu'en réalité, l'instrumentalisation, qu'on donne son avis, on aime, on n'aime pas, on n'est pas là pour faire l'unanimité, c'est pas du tout ma recherche. Moi, je suis là pour proposer, je fais une proposition artistique, après les gens s'en saisissent, etc. Mais là où ça a été plus rude, et voire même un peu grossier, c'est l'instrumentalisation de mon intention. Et notamment sur cette fameuse apparemment scène, C-E-N-E, où d'abord, je n'ai pas le droit de traiter la religion dans les cérémonies. D'ailleurs, concernant Notre-Dame, ça m'a posé une vraie question, parce que je disais, ok, comment on fait? On voit quand même Notre-Dame. Je l'ai traité du côté de l'artisanat d'art, des compagnons, Pourquoi tu n'avais pas le droit de traiter? Parce que les Jeux Olympiques et la religion, ça ne fait pas... Vous savez, il y a eu le débat... sur l'affiche, la croix des Invalides avait été retirée là en 2024, sur l'affiche de 2024, mais en 1924, c'était déjà le cas. Donc rien n'a changé en réalité. Sur la croix, je crois, du Sacré-Cœur qu'on voit en silhouette sur l'affiche de Paris 1924. Bref, donc en fait, on ne peut pas traiter la religion. Et donc instrumentaliser, moi aujourd'hui, le fait qu'ils aient instrumentalisé mon intention me fait me dire, ok, peut-être que c'était contrairement au récit qu'ils imposaient, c'est à savoir on s'entend pas, on s'aime pas, on se divise et de toute façon on n'y arrivera jamais, et insinuer de la peur, etc. Bon bref, et d'un coup c'était non, en fait on s'aime, en fait ça ira, en fait on s'entend, en fait on est émus les uns des autres de nos
diversité. En fait, on se respecte. En fait, on est OK pour être ensemble. En fait, c'est beau, la garde républicaine avec Aya Nakamura. Et la garde républicaine, d'ailleurs, certains ont dit la pauvre garde républicaine humiliée, mais pas du tout. Le capitaine Foulquier, il était trop content. C'était très important qu'il prenne la parole. Bien sûr, il l'a dit. Les ayants droit de Charles Aznavour ont dit notre père aurait validé la version d'Aya Nakamura, que moi je trouve délicieuse, cette version. Je trouve que c'est super comment elle a inscrit dans la partition de Charles Aznavour son propre style, sa propre façon de chanter, etc. Bref, donc en fait, en réalité, toute cette émotion surprise, peut-être, de choses qu'on croit hermétiques, qu'on nous dit qu'elles sont hermétiques, alors qu'en réalité, c'est OK. ça se rencontre. Et puis, moi qui ai vu, par exemple, sur Aya et la garde, les répétitions, le respect mutuel de la garde et des musiciens-musiciennes qui étaient presque un peu impressionnés. Ils ne savaient pas qui c'était jusqu'aux répétitions pour la confidentialité, etc. Et d'un coup, quand ils se rendent compte que c'est Aya, elle était vachement impressionnée aussi d'avoir un orchestre, rien que pour elle, et puis pas n'importe lequel. Enfin, tout ça, c'est réel, en fait, on s'entend. Voilà. Et donc ça, cette instrumentalisation pour dire, non mais en fait, regardez, ils veulent se moquer de nous, en l'occurrence chrétiens catholiques, alors que mon intention est que d'inclure tout le monde, encore une fois, dont les chrétiens catholiques. Ça, j'ai trouvé ça très grossier. Il y a Electric Sheep sur le chat qui demande si les gardes ont été jusqu'à demander un autographe à Aya Nakamura. Mais complètement. Il y a des selfies, mais c'était génial. Autographe, selfie. D'ailleurs, le soir de la cérémonie, il y a une photo un peu qui circule où on les voit tous après la performance, mais sur le site de répétition, déjà, après avoir travaillé, quand ils sont lâchés. Est-ce qu'on peut aller la voir? Je dis, allez-y, bien sûr. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si tu connais, mais il y a Tiens, qui est un copain qui fait de la BD sur Instagram, mais qui a fait Coco n'aime pas le capitalisme, etc. et tout, qui a fait une bande dessinée sur ce moment. C'est vrai? Oui, et c'est très drôle parce qu'il identifie le moment où il commence à faire un pas des personnes de la garde, et il l'identifie comme le moment où tout a changé, et après on bascule dans une utopie, et tout, c'est super drôle, et c'est vraiment la seconde précise. Oui, et donc en parlant de ça, justement, t'accordes une importance particulière à la représentation, de manière générale, au fait que les gens soient représentés, que se sentent représentés. Et tu en as parlé récemment, on va en passer un extrait au discours que tu as tenu, au prix que tu as remis le magazine Têtu, qui a un prix pour la visibilité des personnes LGBTQIA+. Voilà, si on peut passer juste le début de ce discours. Du coup, vous voulez passer tout à l'heure. Ouais, oui, c'est ça. Enfin, Têtu, merci, parce que je pense que c'est une histoire qui est assez courante. Vous m'avez aidé, moi, quand j'étais adolescent dans mon petit village, quand j'ai trouvé votre magazine dans mon petit bureau de presse de mon tout petit village. Vous m'avez aidé parce que je me suis senti représenté. Et je crois que c'est un mot important. C'est ce qu'on a voulu aussi dans ces cérémonies, représenter toutes les façons d'être au monde, représenter qui nous sommes, nous, cette France qui existe, belle et bien, et je le redis, belle et bien, elle est belle et elle est bien, cette France. Et en parlant de singularité, en exposant, en considérant et représentant toutes ces singularités, on a créé quoi? On a créé à la fois de l'unité et de la fierté. Ce sont deux sentiments qui restent aujourd'hui pour moi une leçon très importante, dont je ne sais pas encore comment poursuivre, comment la perpétuer, mais je compte sur nous tous et nous toutes pour la perpétuer. Ok, c'est clair. Ouais, allez, on y va. C'est très bien. Et comment tu intègres ça à ton travail, du coup, cette façon de justement rendre la représentation que tu as pu ressentir, toi, plus jeune, et dont tu avais besoin. Et là, maintenant, c'est toi qui crée, quoi. En fait, c'est une histoire de considération, vraiment. Ce que je dis juste après, dans ce discours, c'est que je dis une minorité qui se sent considérée et qui se voit représentée dans un événement national, plus une minorité qui se sent considérée, se voit représentée plus, ça fait une majorité en réalité. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on a voulu faire pour cette cérémonie, considérer, voilà, parce qu'il y a du mépris, parce qu'il y a de l'invisibilisation, parce qu'il y a des discours un peu hâtifs sur telle ou telle communauté, et pas seulement les LGBTQIA+, hein, mais on le sait, qu'il y a des amalgames, enfin, à chaque fois, voilà, les discours de division, eux, pour le coup, sont courants. Et donc, cette considération-là et cette représentation-là, ça crée encore une fois ce sentiment d'unité. Et dans mon travail après de metteur en scène, avec des pièces, par exemple, comme celle de Shakespeare ou d'autres auteurs plus anciens, en réalité, vous savez, c'est aussi important d'avoir sur les plateaux des personnes, des interprètes, qui ressemblent
aux personnes qui regardent ces plateaux. Sinon, comment s'identifier? Comment se dire « je fais partie de ce qu'on me raconte ». Alors, c'est une histoire de visibilité, mais c'est aussi une histoire de récit. Quel récit on raconte sur les plateaux? Pour qui? Et qui écrit les récits? Tout ça, en fait, en réalité, c'est un métier de représentation. Nous, on dit ça, hein. Ah, ce soir, j'ai une représentation au théâtre, truc, etc. Donc, en fait, c'est dans le mot, quoi. Il faut être représentatif. On fait un métier de représentation, donc il faut être représentatif. Voilà. Thomas, on avait très envie de te... Ça y est, je te tutoie. Ouais, c'est bon. Pas de souci. Ma journée est faite. On avait aussi envie d'aborder avec toi un sujet que tu as déjà abordé dans plusieurs interviews. Et pour ça, on va accueillir Léa pour la rubrique Caméa Léa. Et bonsoir Léa. Bonsoir Léa. Salut à tous. Coucou les otaku, j'espère que vous allez bien dans le chat. Aujourd'hui, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'un endroit dans lequel vous pourriez vraiment être vous-même? Alors, vous nous écrivez en quelques mots dans le chat où est-ce que ce serait. Et à la fin de la chronique, on va sélectionner celui qui nous donne le plus envie. Mais d'abord, en attendant, on va parler de choses qui font beaucoup moins rêver, du harcèlement de beaucoup de personnes qui le vivent au quotidien. Alors toi, Thomas, dans le cadre de ton travail, notamment des JO, tu as subi beaucoup de cyberharcèlement. Est-ce que, on espère que tu as réussi à trouver un endroit et des personnes avec qui vider ton sac pour ça? Absolument. Bon, c'est génial en tout cas. Et il faudrait dire, parce que je suis aussi moi un enfant harcelé au collège. D'accord. Bon, voilà, une deuxième louche de harcèlement dans ma vie. Faut redire aux enfants, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent à cette heure, il faut redire qu'il faut parler, qu'il faut vraiment parler, qu'il y a des numéros qui sont mis en place, le 3018 par exemple. Il faut exprimer parce que souvent on prend ça comme une espèce de honte, on se replie sur soi-même et ça peut créer d'ailleurs le pire. Il y a eu cet enfant, Lucas, qui s'est suicidé, je crois, je suis sûr même, mais à cause du harcèlement, donc je crois qu'il était homophobe, ce harcèlement notamment. Bref, il faut parler, quoi. Il faut sortir de cette bulle qui nous enferme parce qu'effectivement, comme l'agressivité arrive de partout, et ben nous, c'est une espèce de moteur, un peu un mécanisme naturel, et ben on se renferme sur soi. Non, c'est dur, je sais, mais il faut aller parler à ses parents, à ses potes, à ses amis, et les amis poser aussi des questions, les parents poser des questions, etc. Oui, surtout pas rester seul. Toi, Léa, est-ce que tu as un lieu à proposer? Alors ouais, j'ai un lieu à proposer, mais j'ai pas d'adresse à vous donner parce qu'il est fictif. Ah. Donc je vais vous emmener dans un lieu utopique, le salon de discussion. Donc c'est un lieu ultra bienveillant, une safe place du manga Éclat d'âme, qui est en 4 tomes. Et donc dans cette histoire, le fameux salon est dirigé par un personnage que tout le monde appelle notre hôte. Elle est brune, énigmatique, charismatique, un petit peu comme moi d'ailleurs. Appelez-moi votre hôte. Sauf qu'elle reste pas là, comme moi, dans un canapé à blablater. Elle change vraiment le monde. C'est-à-dire qu'elle va créer un refuge dans lequel toutes les personnes recluses pourront s'y rendre. Donc, malheureusement, au Japon, dans une société encore hyper conservatrice, c'est malheureusement les personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres. Donc, en gros, sa résidence associative, c'est un petit peu comme un McDo LGBTQIA+. On vous accepte comme vous êtes. Et oui, à l'humain, on cite McDo, le communisme, il a changé. Ouais, faut te mettre un petit peu à la place. Mais là, quand même. Bon, en tout cas, Tasuko, c'est un jeune ado qui est harcelé à cause de son homosexualité. Et donc, au début, il va se rendre au salon pour profiter du thé, des biscuits gratos. Et au fur et à mesure du temps, il va s'y rendre pour s'assumer, pour se confier aux autres. Et donc, il va rencontrer Haruko et Saki. C'est un couple de 2 femmes amoureuses, mais qui sont seulement colocataires aux yeux de leurs parents respectifs. Et donc, même si la situation n'est vraiment pas du tout idéale pour les 2 jeunes femmes, comme je l'ai dit, Tasuko, il pense qu'elles ont de la chance, parce qu'elles vivent ensemble et qu'elles s'aiment. Et lui, il en est à la toute première étape de son introspection. C'est-à-dire qu'il ne s'autorise pas encore à dire qu'il aime les hommes et il envisage encore moins des relations avec eux, même s'il a un petit crush. Mais bon, au fur et à mesure du temps, le personnage va évoluer, s'interroger et s'assumer. Jusqu'à vivre une belle histoire d'amour? Alors là, non, t'es encore un petit peu fleur bleue. C'est pas vraiment une histoire d'amour pure et simple comme ça peut se faire au Japon et c'est très populaire. Ça s'appelle les yaoi, donc c'est des histoires d'amour entre 2 hommes. Là, on est plutôt sur un manga qui est subtil, qui parle de coming out, de discrimination et aussi de la façon dont la société japonaise perçoit l'homosexualité.
Et donc du coup, ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire une recommandation vraiment utile parce que vous avez un joli cadeau à glisser sous le sapin de votre tonton conservateur, ou même pas, qui ne soit pas du tout, parce que dans tous les cas, le manga vaut le détour. Mais du coup, Mejda, est-ce que nos vieweuses et nos viewers nous ont donné des petites safe places? Oui, on nous a pas mal parlé de la plage. C'est pas mal comme safe place. La plage, ok, j'adore. Bon, bah super. Je tiens à relever Ace qui propose Jackass comme safe place. Je trouve que c'est original. Et en plus, je salue Ace parce que c'est lui qui monte les vidéos populaires pour l'Uma. Et je vois très bien ce qu'il veut dire avec Jackass. Il y a aussi les longues soirées entre copains qui sont des safe places. Sympa. C'est pas mal. Un petit peu comme ici, du coup. N'est-ce pas? Bon, bah, je vais vous laisser. Tu remontres rapidement le manga? Bien sûr. Très bien. Éclat d'âme. Voilà, si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël, eh ben, ça peut être un beau cadeau. Ben, merci beaucoup, Léa. Merci, Léa. À bientôt pour une autre chronique manga. Oui, enfin, je ne sais pas si tu voulais réagir. Oui, est-ce que tu as envie de réagir? Les mangas, c'est la vie. Ah ouais, un otaku. Il y a Ranma 1,5. Ah oui, bah évidemment. Parce que ça, c'est mon enfance. Qui là, ils le ressortent, là, ils l'ont je sais pas quoi. Et là, je suis dans Ranma 1,5, l'animé, sur Netflix, je crois. Très bien. On avait aussi envie d'échanger sur les questions de politique culturelle. C'est vrai que tu as évoqué un peu déjà tout à l'heure. Oui, voilà, tu parlais tout à l'heure des attaques menées contre les politiques culturelles. Demain a lieu le vote du budget dans la région Pays de Loire. Je sais que tu as fait une grande partie de ta carrière dans cette région. Puisque tu as dirigé le Théâtre du Quai à Angers pendant 2 ans. Avant, tu étais artiste associé, je crois, au Grand T à Nantes. Comment réagis-tu à cette attaque en règle menée par la présidente de région, Christelle Morancé, de manière extrêmement brutale, qui a annoncé, oui, il y a la forme et le fond, elle a annoncé qu'elle allait supprimer 100 millions, alors des coupes budgétaires qui vont toucher la culture, mais aussi le sport, l'égalité hommes-femmes, le planning familial, les missions locales. Comment réagis-tu à ces attaques menées dans la région Pays de Loire? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, qu'il faille faire des économies, Oui, ça marche. Faire des économies, la culture, ok, doit participer, ça c'est sûr, mais la façon, la brutalité, sans concertation, sans crier gare, sans rien, de cette décision, ça, la brutalité, déjà, je la comprends pas. Et je pense que c'est pas heureux politiquement que ça se passe comme ça, premièrement. Deuxièmement, quel est le projet politique, en réalité? Si on attaque non seulement, enfin, si on affaiblit, voire même on annihile, d'une certaine manière, le milieu culturel, mais pas seulement. C'est aussi, vous l'avez rappelé, les associations, le planning familial, etc., les associations d'égalité hommes-femmes. Enfin, c'est quel projet politique est mené là? Il est quand même évident, il me semble, et il n'est pas bon, d'après moi, parce que la culture, ça peut coûter, c'est vrai, mais la culture, c'est aussi un investissement. D'abord, financièrement, ça rapporte aussi la culture, et deuxièmement, c'est un investissement sur l'avenir de l'esprit, de la pensée, des esprits. Celles et ceux qui pensent que la culture induit une façon précise de penser, ça n'est pas ça le projet. C'est comme la cérémonie. Moi, j'ai pas demandé de penser ceci ou cela. J'ai juste dit, il faut penser. N'oublions pas de rester actifs dans notre façon de voir, de considérer, de prendre et de comprendre le monde. Et si on n'a plus ces outils-là, je rappelle quand même que, et je l'ai dirigé, par exemple, ce centre dramatique, mais toutes les scènes nationales, les scènes publiques sont des lieux où les compagnies travaillent, où les prix permettent à celles et ceux qui n'ont pas forcément l'argent d'aller dans des grands théâtres privés ou à l'opéra peuvent aussi aller voir des spectacles qui ne sont pas moindres d'ailleurs, de très haute qualité. Que quand on paie un billet de théâtre 20 € dans le théâtre public, en réalité ça coûte 100 €. Absolument. Voilà. En réalité, ça peut coûter 90, 100, même 150. Ça dépend si c'est des grosses pièces avec des grandes distributions, etc. Donc tout ça, en fait, cet accès-là, de le briser, de briser les dynamiques de territoire aussi, et puis le rayonnement. Parce que du coup, les Pays de la Loire, c'est un pays très riche culturellement, avec des équipes, encore une fois, partout, etc. Quelle est la façon que Mme Morancé a de rayonnement de son propre territoire? Donc tout ça, en fait, politiquement, je ne le comprends pas, mais de toute façon, revenons sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, je ne comprends pas pourquoi le politique ne s'appuie plus, contrairement à ce que nous raconte toute l'histoire depuis l'Antiquité de la politique, ne s'appuie pas sur la culture. Ou alors sur quelle culture? Alors, dans ce cas-là, s'appuie-t-il s'il ne veut pas de celle qui est en place depuis maintenant plus de 80 ans dans ce pays? Quelle culture?
voilà la question qu'il faudrait poser à Madame Morancé. Vous l'avez évoqué un petit peu là, tu as fait une grande partie de ta carrière justement au théâtre, en province, Ouais. dans différentes villes. Je suis arrivé à Paris il y a 2 ans. Ouais, voilà, c'est Voilà, ça. Tu n'es Pour pas la un cérémonie, bobo parisien. pour voguer sur la scène. Ouais, c'est ça, j'ai déménagé pour faire ce boulot. Voilà. Et tu es même né dans, c'est toi qui me l'as dit, dans un village qui s'appelle la rue Saint-Pierre. Absolument. En Seine-Maritime, ce qui Ouais. est extrêmement mignon. Comme moi, tu viens d'un 200 petit habitants. village. Et 200 habitants. À l'époque, C'est vraiment j'imagine qu'aujourd'hui, il y a plus. Moins 205. Et j'aimerais avoir ton ressenti sur le discours qui est beaucoup tenu dans le débat public maintenant sur une rupture qu'il y aurait entre... il y aurait une France des grandes métropoles urbaines progressistes et qui seraient des Parisiens déconnectés, des bobos déconnectés urbains, et finalement une autre France qui aurait des préoccupations différentes et qui serait une France rurale ou périphérique, comme on dit, des choses comme ça, qui est en fait la France dont on vient... dont on vient nous. Qu'est-ce que tu penses de ce discours avec ton vécu ? Alors, moi, là-dessus, il y a évidemment des scissions, je pense, les déserts médicaux, par exemple, les services publics, les postes qui ferment, les trains qui ne s'arrêtent plus dans certaines gares, tout ça, ça existe, c'est quand même très concret. Par contre, il y a aussi, et culturellement d'ailleurs, tout un tas d'actions qui sont menées par les compagnies, par les centres dramatiques, les scènes nationales, sur les territoires, et moi, j'en ai fait des tournées dans le milieu rural. Parce on a beaucoup parlé de mes spectacles, Henri VI, les gros trucs qu'on jouait à Paris ou à l'Odéon. Ça, c'est aussi les médias qui parlent beaucoup de ce qui est visible là où il y a beaucoup de monde, donc les villes ou les grands festivals. Mais en réalité, j'ai toujours travaillé, moi, des tout petits spectacles de 40 minutes qu'on jouait dans les salles des fêtes, sur les places de marché, etc., chez l'habitant. De faire durer les murs aussi. Évidemment, d'aller en fait, d'être toujours dans le grand écart, quoi. Et aussi de faire de la circulation, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, du coup, plutôt dans les milieux ruraux, qui, du coup, après, venaient à la ville voir le grand spectacle dans le grand théâtre, parce qu'ils n'avaient pas les espaces pour accueillir le grand spectacle. Bref. Donc, il y a un tissu comme ça, culturel, qui peut être, d'ailleurs, intensifié, parce que c'est peut-être aussi ce sentiment de délaissement. Ça existe, ça, d'être délaissé, ouais, d'être délaissé, ouais. de se sentir délaissé, qui crée peut-être aussi une forme de tristesse, de me sentir méprisé, de frustration, merci, et que il faudrait aussi certainement, par exemple, réinvestir sur le territoire rural avec des formes. Il y a déjà des théâtres qui bossent, je dirais, mais peut-être remettre l'accent là-dessus. Ça, c'est évident, c'est évident. Je ne sais pas si on peut passer on avait des images de Richard III. Du Richard III. Richard III créé en 2016, absolument, je crois. 15. 2015, j'avais vu au Théâtre de l'Odéon en 2016. C'est ça. Pour qu'on ait un aperçu un peu de cette esthétique dont tu parlais tout à l'heure, qui mélange culture savante, culture populaire, avec des lumières. Alors, je ne sais pas si on a les images. Voilà, moi je me souviens quand j'avais vu, je me disais, oh, mais c'est Star Wars en fait. Enfin, comment c'est venu cette esthétique-là? Alors, tu as parlé tout à l'heure du fait que tu ne voulais pas faire de hiérarchie entre les différentes cultures, mais ta grammaire théâtrale, si on peut dire, comment tu l'as trouvée? Alors, je l'ai développé par ce qui, moi, me plaît, à savoir des grands spectacles, des grands concerts, et puis aussi avec un éclairagiste, si on parle de la lumière, qui s'appelle Antoine Travers, qui vient de la musique, qui vient des éclairages de scènes plutôt musicales. Et finalement, sur Richard III, c'était pas l'idée d'être rock, mais si on reprend Shakespeare, et d'ailleurs sa nature même de théâtre, les gens étaient debout face à la scène. Moi, j'y suis allé là dans la reproduction du Globe, du théâtre du Globe à Londres. On est debout, on a comme une bière à la main et on regarde l'histoire. C'était Henri V. Moi, je regardais l'histoire du roi Henri V à ciel ouvert avec une interactivité avec le public. C'est rock. Enfin, je sais pas comment dire. C'est vivant. En tout cas, c'est pas comme chez nous. On est assis dans le noir, on doit se taire. On peut pas bouger, on n'a pas le droit de... C'était pas comme ça il y a 150 ans. Et non, on a aussi mortifié. Nous, on a mis des rideaux, des rampes, des quatrièmes murs, etc. On a mortifié un petit peu le rapport scène-salle. Et Shakespeare, lui, est dans un théâtre très interactif. Donc, tout ça me semblait cohérent. Et d'ailleurs, je chantais un morceau fait des vers de Shakespeare au moment où donc Richard faisait le grand show, parce qu'en gros, ce que nous raconte Richard III quand même, c'est que plus on vous en met plein la vue, moins vous réfléchissez, et plus vous ne vous rendez pas compte finalement que le pire personnage accède au trône sans que vous ne l'ayez remarqué.
ébloui que vous étiez. Et puis avant Richard III, il y a eu Henri VI. Ouais. Premier spectacle vraiment monumental, puisque ça a duré 18 heures. Il y a eu une intégrale jouée au Festival d'Avignon. Et au fond, quand tu montes ce Henri VI, tu te dis, mais c'est comme les séries d'aujourd'hui. Eh ben, dans la narration. J'ai plutôt que les séries ont complètement tout copié sur Shakespeare, notamment une qui s'appelle Game of Thrones. Et on a toujours dit, Thomas Joly, il fait du Game of Thrones au théâtre et tout ça. Non, c'est Game of Thrones qui fait du Shakespeare à la télé. Moi, je fais juste du... En vrai, Henri VI, c'est 3 pièces de Shakespeare. Et déjà, Shakespeare met les entr'actes, il y a 5 actes dans chaque pièce, mais les entr'actes à des endroits de cliffhanger, de climax des enjeux, etc. Et puis, quand il finit sa première pièce avec un personnage, il commence la deuxième avec le même personnage, comme si on était dans une continuité, une sérialité, quoi. Shakespeare, il invente quelque part ce côté narratif de la série parce que c'est pas un auteur de cours. Les gens, je l'ai dit, sont debout. Il faut qu'ils les tiennent. Il faut que ça les passionne, il faut que ça les, que ça les tienne. Donc il met un mort à chaque fois au bon moment, il suspend l'action à des moments cruciaux, etc. Il invente, le story, enfin le mainstream d'une certaine manière, dont Hollywood se repaît et les séries notamment, quoi. D'ailleurs, Henri VI, je l'ai appris après, ne serait pas que de Shakespeare, mais d'un groupe d'auteurs. Donc déjà de l'écriture collective, en fait. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas complètement abordé là-dessus, mais effectivement, c'est valable et pour la cérémonie des JO, mais aussi pour les spectacles comme ça, très ambitieux, très monumentaux, tu avais employé comme terme. Toi, tu t'es retrouvé effectivement à être le visage, en fait, notamment de la cérémonie, etc. Mais on n'oublie pas qu'en fait, t'es un genre de chef d'orchestre, d'une certaine façon, mais qu'en fait, derrière, il y a tout un tas de gens qui bossent, autant des artistes que des techniciens, que... Absolument. Moi, effectivement, je suis le directeur de la troupe, quoi. Enfin, je mène la troupe, mais il y a, et même sur les cérémonies, des collaborateurs, des collaboratrices, des auteurs, des autrices, direction musicale Victor Lemann, la chorégraphe Maud Le Pladec, Daphné Burki, j'en oublie, les scénographes Bruno de la Venère, du coup je pars, hein, Bruno de la Venère, Emmanuel Favre, etc. Voilà, non, c'était une très très grande équipe. On était 20 000, hein, le soir de la cérémonie, à pouvoir déployer ce spectacle et le déployer en plus dans des conditions, on va peut-être pas reparler de la pluie ce soir. Ouais. Non mais je crois qu'on a tous été très très touchés par cette vidéo qui a fait le tour du monde de toi en train de pleurer. Du mème. C'est devenu un mème. Et en fait, je crois que quand j'ai vu cette vidéo, mon empathie a passé un cap. Parce que... C'est sympa. Parce qu'il y en a d'autres qui rigolent parce que dès qu'il pleut en plus, et c'est souvent l'armette, et je pense que c'est pas que par empathie. Ah non, mais c'est aussi que j'étais au Trocadéro et que du coup... Donc tu te sentais bien là. Moi, j'ai couvert les Jeux et en fait, je suis arrivée en me disant mais je vais me faire chier pendant... J'avais la cérémonie de la Coupe du Monde de rugby en tête avec Jean Dujardin et sa baguette et ce coq horrible. Jean-Mich. Ouais. Et voilà. Et du coup, je me suis dit ça va être ça pendant 5 heures, ça va être horrible. Et en fait, au bout de très très vite, je me retrouve à danser, à prendre la pluie. Et du coup, alors que s'ouvre devant moi 3 semaines de jeux, 2 semaines de jeux paralympiques, je suis trempée, je me dis je vais être malade. Bref, donc cette vidéo de la pluie et ce mème, c'est génial. Mais ce qu'il faut comprendre sur ce mème, c'est que il est 18h30 là, donc ça va démarrer dans 1 heure, genre. Et on ne sait pas ce qu'on va montrer. Je ne sais pas si vous imaginez le vertige, en fait, d'avoir bossé 2 ans et même d'avoir répété la veille. Tout était calé la veille, on était dans les temps, etc. J'avais fini les répètes avec Céline Dion, etc. Et en fait, le matin, on voit qu'il pleut, qu'il va pleuvoir jusqu'à ce que Céline chante d'ailleurs, parce que c'est Céline qui a fait arrêter la pluie ce soir-là. Et en fait, je vais envoyer devant... elle est forte, hein. Je vais envoyer devant X milliards, on ne savait pas combien, de spectateurs, un spectacle dont je n'ai pas la teneur. C'est quand même un vertige, quoi. Et parce qu'on a adapté au fur et à mesure de la soirée les choses, quoi. Donc c'était un peu... Ouais. C'était au-delà de l'émotion de ouin ouin, il pleut, je suis triste, mon spectacle va être raté, quel spectacle on va voir en fait. Non, mais ça paraissait tellement naturel. Quand on voit dans le documentaire de Manuel Herrero, du coup, Tony Estanguet qui dit j'ai vu tout. Il pleure, c'est tellement drôle. Et en même temps, voilà, on est en pleine empathie. Et chapeau aux équipes, du coup. Notamment aux équipes techniques et aux artistes qui n'ont rien lâché et qui ont livré une cérémonie
Et alors, bon, là, on va passer à un extrait, mais il y a un truc dont je vous séquestre si on n'en parle pas avant. Mais je pense qu'on va se faire séquestrer par le chat aussi. On en parle pas non c'est plus. ça, c'est que tu as monté aussi, remonté du coup, la nouvelle version d'un spectacle. On va lancer le Magnéto là-dessus, qui est un spectacle qui est extrêmement important pour moi, qui est aussi plus grand public, qui est très rock. Est-ce qu'on a ça à la régie? Tout est partout pareil. Des hymnes engagés, aux paroles quasi prophétiques, On prend le même métro vers les mêmes banlieues. qui sonnent encore si juste en 2022. Tout le monde appelle des néons de la nuit remplacent le Quand on chante Starmania, on est en train de raconter une histoire humaine très forte, une histoire de société qui est à la fois celle de mon quartier d'à côté et celle du monde. En 2022, elle a évidemment de grands échos, que ce soit la question écologique, la manipulation par les médias, du politique, du terrorisme, des réseaux sociaux, de la volonté d'être une star. Ce soir, on danse. Hop là. Évidemment, donc Starmania. Première question, qu'est-ce que ça représentait pour toi Starmania spécialement, et de remonter ce monument de la pop culture française? C'est le bon mot, monument. D'abord, c'était mes parents, Starmania. Et on avait l'album, et je chantais dans ma chambre des morceaux de Starmania. Je crois que je comprenais pas bien l'histoire à ce moment-là, mais je comprenais qu'il y avait de la théâtralité. Je sais pas, j'avais 10 ans, et je faisais Sadia, Johnny Roquefort, Stella Spotlight, surtout, devant mon miroir. Et plus tard, j'entends dans un voyage pour partir dans le sud en voiture, on avait mis le double album live de Mogador, donc, parce que Starmania a été monté en 79, en 89 et en 93 à Mogador, et c'était cette version-là, et j'entends donc toutes les chansons et toutes les transitions, et là je fais ah oui, non mais en fait... Besoin d'amour, Ziggy Ziggy, et j'aurais voulu être un artiste, c'est pas juste des chansons, c'est en fait des hymnes, et ça s'inscrit dans un écrin narratif ultra politique, très social, etc. C'est fou qu'on n'ait pas cette vision-là, etc. Voilà, ça c'est en 2012. Et en 2019, c'est ça, coup de téléphone d'une production qui me dit « Bonjour, voilà, on va remonter Starmania et on aimerait que ce soit vous qui fassiez la mise en scène, est-ce que ça vous intéresserait ?» Donc là, évidemment, oui, ça m'intéresse parce qu'il y a un défi à relever qui est celui de, non pas remoderniser, elle n'a pas besoin de moi pour ça, mais de réinscrire Starmania dans son écrin narratif, dans sa narration, quoi. Et pour ça, parce que je crois qu'elle est importante à écouter aujourd'hui, quoi, encore plus. Et donc ça part, et on travaille avec Luc Plamondon sur le livret, et il m'ouvre tous ses tiroirs, je refais mon lacet en même temps, il m'ouvre tous ses tiroirs, je découvre des archives incroyables, des morceaux qui ont disparu, des chansons qui sont passées d'un personnage à l'autre, et je me dis c'est vraiment le bazar quand même. Mais en fait, pardon, je reviens sur Shakespeare, parce que c'est carrément la même chose, la matière de Starmania, comme Shakespeare, on ne sait pas très bien, on n'a pas de traces de ces textes. On n'a que des différentes éditions qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc en fait, chaque édition remanie un peu toujours les pièces. Dans Roméo et Juliette, il y a des fois des scènes qui existent, des fois qui n'existent pas. Enfin bref. La Starmania, c'est pareil en fait. La matière est tellement élastique qu'en réalité, elle peut, avec quelques changements, non pas du texte, non pas de réécrire les chansons, mais quelques changements ou quelques choix tout simplement dramaturgiques de chansons ou d'ordre de chansons, quoi. Eh ben, elle peut se fondre dans l'actualité. À mon avis, ça, c'est les grandes œuvres. Elles n'ont pas besoin qu'un metteur en scène dise « Tiens, on va la remonter de manière contemporaine et moderne » en disant qu'en fait, le monde de Starmania, c'est le monde d'aujourd'hui, ou le monde de Richard III, ce serait telle ou telle politique ou quoi. Non, non, c'est plus intéressant que ça. C'est plus large que ça. Et ça, Starmania et Shakespeare, enfin Luc Plamondon et Shakespeare. D'accord, donc c'est de là la volonté de justement la garder un peu dans son jus, j'ai envie de dire. Absolument. Garder ce côté très années 80, les blousons noirs et tout. Et... De pas la moderniser. D'ailleurs, le temps dans Starmania, si on... Là, on parle entre connaisseurs, hein. Oui, bien sûr. Donc, le temps dans Starmania, il est assez rigolo, parce qu'en réalité, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas Internet, mais pourtant, ça se passe dans le futur. En même temps, ils s'envoient des télégrammes. Bon. En même temps, elle a un pistolet à neutrons. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils vont aller dans l'espace et tout. Ils sont déjà en train de coloniser Mars ou une station spatiale, je ne sais quoi. Donc en fait, c'est assez flou. Et puis, si on commence à dire, ouais, en fait, Starmania, c'est vraiment 2022-2023, en fait, je ne fais que réduire. Je fais que réduire, mais comme on le fait avec Shakespeare ou autre, si on pourquoi pas, mais on réduit le propos. Alors que moi, j'ai proposé que
On ne sait pas où ça se passe. Ça se passe à Monopolis, mais voilà, c'est une ville. On ne sait pas quand ça se passe. Et on ne va pas aller chercher à vouloir être dans le futur pour que mon spectacle, dans 4-5 ans, soit cheap, parce qu'en réalité, ça va tellement vite que du coup, ça vieillit mal. Et puis voilà. En gros. Ok, très bien. Et je me permets juste de dire un truc, parce que en fait, tu m'y as fait repenser avec toute la discussion qu'on a eue aussi ici, notamment sur la question de se sentir représenté. C'est parce que dans Starmania, il y a aussi tout ça. Et moi, je tenais à dire un truc que j'ai un peu raconté dans la vidéo, mais on n'a pas tout mis. Moi, j'ai joué Starmania gamin au centre social foyer rural. Quel rôle 0 janvier. 0 janvier. Dur, hein. Mais c'était un truc qu'on montait de spectacle un peu de fin d'année du centre social. Ouais. Et je me rends compte à quel point le fait de monter ça et d'être confronté justement avec des animateurs qui nous disaient, qui devaient nous expliquer en fait c'est quoi ce 0 janvier justement, c'est quoi cette espèce de fasciste qui monte, qui devait nous parler de ces problématiques-là, qui devait nous expliquer, dire alors Ziggy, voilà, en fait lui il est amoureux des garçons et du coup, la serveuse elle est amoureuse de lui, mais du coup c'est une relation contrariée. La chanson nous expliquait la chanson travestie, ce genre de choses, plein de sujets. Et en fait je trouve que c'est très important, et parce que c'est de la représentation, mais même aussi parce que ça te confronte aussi à de l'altérité. Absolument. Ouais, c'est-à-dire que genre, même si toi tu n'es pas concerné, et ça je pense que les gens peuvent s'en emparer aussi, de dire même si vous n'êtes pas concerné par la représentation qui est faite, ça vous permet de vous confronter aussi à de l'altérité, et ça aussi ça crée de l'unité, et c'est l'autre face je trouve de cette chose-là, et c'est hyper important. Et moi je m'en suis rendu compte tard de la chance que j'avais eue d'avoir eu un centre social où on faisait monter aux gamins ça, et où on apprenait des choses, et où c'était de l'éducation populaire, et où du coup on arrivait peut-être aussi à l'âge adulte avec un peu plus de connaissances sur nous-mêmes, mais aussi sur nos camarades, sur la vie qu'on allait connaître, etc. Voilà, c'était juste un petit point. Non, mais c'est super joli comme témoignage, d'autant que, et ça c'est une force aussi de Luc Plamondon, par exemple sur l'homosexualité, elle n'est jamais... Alors qu'on est dans les années 80, donc on est plutôt sur, d'un coup, de la noirceur, les années SIDA, etc. Lui travaille sur une homosexualité très lumineuse, avec Ziggy, très solaire, qui va ne poser de questions et de problèmes à personne, sauf à Marie-Jeanne, parce que elle l'aime et il ne peut pas l'aimer. Voilà. De même, Sadia, qui est un personnage trans, en tout cas qui se genre lui-même au féminin, personne n'en parle, et ça ne pose de questions à personne. C'est là. Et c'est bien, voilà. Et donc ça, c'est encore du futur dans Starmania, par exemple. Tout n'est pas encore réalisé. Et je trouve c'est beau qu'une œuvre comme ça, en fait, en réalité, elle va toucher un très très large public avec, tu as raison, des questions. Je te vous voyez tout à coup. Non, mais des questions qui sont encore très actuelles et puis surtout qui sont profondes, quoi. Je vous propose qu'on ait encore une ou deux questions et puis après on termine, parce que même si on peut en parler toute la nuit. Oui, bien sûr. Juste peut-être une question très, très concrète, mais on parle depuis tout à l'heure de l'accès à la culture, de ce que c'est qu'une culture populaire. En fait, j'ai fait une simulation, j'ai essayé de prendre des places pour Starmania à Marseille, donc c'est voilà, les prochaines dates. J'ai regardé le prix des places. Ouais. Première catégorie, c'est entre 63 et 79 euros. Comment on réfléchit ça, comment on s'adresse à un public le plus large possible quand les places coûtent ce prix-là? Alors là, on est sur une économie privée. Voilà. Pour la première fois de ma vie. Voilà. Mais une économie là, on privée. n'a plus les subventions qui réduisent le prix du billet. Alors là, vous me posez la question qui est quoi chez l'un, le privé, ou l'autre, le public. Le public est incapable de faire Starmania et de proposer à 1 300 000 spectateurs, ce dont les chiffres d'aujourd'hui, de présenter cette œuvre dans toute la France, la Suisse, la Belgique, le Canada. C'est impossible, on n'a pas la structure pour ça, on n'a pas les moyens pour ça. Donc c'est le privé qui permet ça, et ce qui, du coup, est la compensation de cette très très grande exposition, enfin en tout cas tournée, quoi, c'est que c'est par le privé et que la place, elle est à partir de 63, mais ça peut descendre aussi. Oui, et on voit très bien partout dans la salle, jusqu'à 15, 10, je sais pas trop bien les derniers tarifs. C'est un peu comme à l'opéra.
En réalité, à l'opéra, les places sont chères, mais elles devraient être beaucoup plus chères. Mais parce qu'il y a, je sais pas combien de personnes travaillent à l'opéra, il y a un orchestre de 100 personnes, plus 50 figurants, plus 10 chanteurs, ça fait 160, plus toute l'équipe technique, ça fait aller 200, 240, plus les conditions d'accueil, enfin bref, les gens d'accueil, le ménage, tout ça, ça fait que voilà, l'opéra ça coûte cher, ça ne coûte que, je dis bien ça, que 150, 100 euros ou 150 euros, je ne sais pas exactement, dans les carrés or en plus. Hein. Mais bon, ça devrait coûter plus. Après, on a une autre façon de faire des spectacles qui sont dans des jauges plus petites, et ça c'est plutôt le théâtre public, qui crée autrement, en laissant les spectacles moins longtemps, malheureusement aussi, et qui tournent aussi, et ces deux systèmes, je pense que Starmania, on peut se l'offrir comme un cadeau, plus un peu unique, quoi, comme une expérience unique, alors que le théâtre public, on y va aussi de manière plus quotidienne. C'était le jeu, c'est le truc qui a accepté. Mais même quand je suis à l'opéra, moi je suis là, aïe aïe aïe, est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir venir? Mais il y a toujours des places pas chères, des places de dernière minute, les gens se revendent, des trucs ça. Bon, on peut toujours se débrouiller. Mais c'est vrai que c'est un prix conséquent. Et d'ailleurs, le fait qui fait que, je pense, Starmania, c'est de la culture populaire, parce qu'en fait, qui a vu Starmania sur scène des versions précédentes aussi, en proportion des gens, c'est aussi que c'est des chansons qui passaient à la radio, que tu montais le spectacle dans les centres sociaux à Saint-Léonard de Doblat, mais enfin voilà, qu'on le connaît par ailleurs. Combien tes places? Non, c'était gratuit. C'était gratuit. Culture pour tous. Après, c'était du playback et tout, c'était pas les mêmes. Ah non, il n'y avait pas la voix et tout? Non, on valait mieux pas, non. Tu peux pas me faire... J'aurais voulu être un artiste, faut pas que je le fasse, quoi. C'est terrible. Mais justement, en fait, c'est rentré dans la culture populaire via ces biais-là. Et moi, je me demande si c'est peut-être pas aussi ça qui manque. Bon, c'est un peu une de mes marottes, mais tu vois, il n'y a pas de long métrage Starmania, ça m'en fout. Ça n'a jamais été fait. Les Américains, ils font des... Enki Bilal, il y a réfléchi, je crois. C'est vrai. Ouais, il y a un projet qui a été arrêté. Ouais. C'était Enki Bilal. C'était bien. Oui, en plus, Bilal. Non, mais bon. Mais ouais, d'accord. Mais en fait, il faudrait, parce qu'en fait, il y a très très peu d'exemples de ça. Il faudrait peut-être qu'il y ait des CD, des choses comme ça qui rendent aussi, qui remettent dans le circuit un petit peu Starmania comme un truc populaire que moi, en fait, qui est un de mes trucs importants, alors que je l'ai jamais vu sur scène aussi. Peut-être il y a un truc transmédia à faire. Le jeu vidéo Starmania, peut-être. Je sais pas. Le RPG. 0 janvier ne parvient pas à être le président de l'Occident. Oui, tout le monde le sait en même temps. Carrément. Et je faisais, si j'ai le temps pour une dernière question, justement, c'était aussi 0 janvier. Et Kat, dans le chat, disait que ça résonnait aussi différemment après les législatives. Nous, on l'a vu après les législatives. Kat, que je salue aussi, qui est la productrice de l'émission et qui n'a pas pu venir te voir parce qu'elle était au théâtre, ce qui est quand même d'une ironie tragique, mais qui m'a aidé à préparer. Comment dire, nous, on a été le voir après, justement, les législatives, et ça avait un écho un petit peu particulier. Toi, quand tu as monté le spectacle, qu'est-ce que tu avais en tête vraiment de l'actualité, de à quoi tu voulais quand même faire un petit peu ressembler? Parce que nous, on était en mode 0 janvier, on le voyait avec son col roulé, ce truc, on disait putain, c'est Bardella en fait. Genre, vraiment, ça va plus loin. Ça va plus loin que ça, parce qu'on a retrouvé un extrait où Bardella arrive, il salue les gens, il dit merci à tous d'être venus malgré la pluie et tout ça, et c'est une phrase de 0 janvier, merci d'être venus malgré la pluie. Bon, ouais. En fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si on laisse la pièce ouverte, l'œuvre ouverte, et qu'on ne vient pas, nous, lui infliger quoi que ce soit en termes de sens ou de signification plus précise vis-à-vis de l'actualité ou quoi, alors l'actualité et le cerveau aussi des personnes qui regardent, des spectateurs et spectatrices, va se charger de l'insérer. Quand je monte Starmania, j'ai commencé le travail en 2019, donc le Covid arrive, on arrête tout et on monte ça, on relance en 21, rebelote, on annule. Donc en fait, si tu veux, l'actualité, elle patinait, quoi. C'était une actualité qui était Covid. Et donc quand on le monte finalement en 2022 et qu'on le sort, depuis, il y a eu par exemple, vous savez, sur les fluides, l'eau, etc., toutes les économies qu'on devait faire sur le gaz, voilà, il en parle, 0 janvier. Mais ça s'est arrivé 1 an après la création, quand il y a certaines phrases qui viennent en fait faire tilt, tout à coup, parce que dans la presse, dans l'actualité, quelqu'un ou quelqu'une a dit quelque chose, et Starmania intègre ça comme une éponge. Mais c'est parce que je la laisse ouverte. Voilà. Sinon... Bardella n'est pas dans Starmania. Non. En fait, la coupe de cheveux qu'on a fait à 0 janvier, qui est une coupe en réalité de Z, parce qu'on se regarde bien, en fait, si ça fait un Z comme ça avec ses cheveux, c'est tout. En réalité, c'est pas très loin de la coupe de Jordan Bardella. Et on a retrouvé un extrait de je ne sais plus quelle version qui a été captée, où il est introduit par un des personnages en disant « ça va Bardella ». Ça va Bardella. Et ce qui est une très drôle coïncidence, ça m'a beaucoup fait rire. Ça va Bardella, absolument.
Eh ben, merci beaucoup. Merci, c'était chouette d'être vraiment, ici. Ça aurait Merci. pu Ce durer fauteuil, encore, il est super. très longtemps. Oui, alors c'est pas de mon fait, c'est la régie qui a travaillé à ce magnifique bravo studio. la régie. Bravo. Mais il y a le même en il y a le vert. Il est beau Oh là là. aussi. Non, il est ça, top. c'est pour Marine Tondelier, du coup, c'est ça. Et ça, c'est pour les féministes. C'est parfait. Juste, on va se quitter avec une petite recommandation. Je ne sais pas si on vous avait donné le mot ou pas. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord passer la parole à mes camarades. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Ça te laisse le temps de réfléchir. Sophie, quelle est ta petite recommandation à toi? Alors moi, je suis allée au théâtre. Thomas Joly, est-ce que tu connais Corinne Patachetouille et Brenda Moore? Non. Madame Arthur. Ah si, c'est Madame Arthur. Le cabaret oui. Madame Arthur. Alors les artistes de drague de Madame Arthur sont au théâtre du Rond-Point jusqu'au 28 décembre et elles rendent hommage à Bachung. Et ce spectacle est vraiment un petit bijou à grand renfort de strass, paillettes et même string, boule à facettes. Elles osent tout. Elles chantent toutes les chansons accompagnées par le Rainbow Symphony Orchestra et la pianiste Cosme Mahmoud, en alternance avec Charlie Vaudou. Voilà, c'est un vrai spectacle de cabaret avec des adresses au public, avec une mini-revue de presse au milieu. Avec même un circassien qui fait un époustouflant numéro de sangle aérienne, vraiment courez-y, en talons hauts de préférence. Très bien, merci Sophie. Bolchegeek, ta petite recours. Ouais, et pareil, j'ai un peu les images. Moi, j'ai une recommandation d'un dessin animé, cette fois-ci, qui s'appelle Le Collège Noir, qui est adapté d'une BD. C'est sur France Télé, vous pouvez le voir, c'est gratuitement. Évidemment, c'est un dessin animé plutôt public jeunesse. C'est sur des collégiens, c'est un peu à la... voilà, des petits collégiens qui vont vivre des aventures dans la forêt. Ça utilise le folklore d'Auvergne. Et moi, je suis un très très grand défenseur de... On fait pas assez de trucs, et je suis content que tu l'aies dit, avec le folklore français, mais d'ailleurs de toutes les régions et la culture populaire française. Ça, ils le font, c'est très très bien fait. C'est produit par le service public, donc encore un truc que je trouve ça très très bien que le service public produise ces choses-là. Et chose folle pour les animateurs d'animation, c'est le même studio qui s'appelle La Cachette, je crois, peut-être je dis une bêtise, mais qui est un studio français et qui est le même qui a fait la série animée Primal, que vous pouvez voir, je crois sur Netflix, je sais plus où, et qui est de Tartakovsky, et qui est un des grands darons de l'animation pour adultes. Américaine, et en fait c'est le même, j'ai découvert avec joie que c'est le même studio qui a fait Primal, qui est un des meilleurs dessins animés que j'ai vu récemment pour adultes, qui est vraiment génialissime, et c'est un studio français qui fait aussi sur le service public des choses qui utilisent la culture française, donc je les salue au passage. Je trouve que c'est vraiment des initiatives rêvées en ce qui me concerne. Voilà. Très bien, merci Bolchegeek. Alors moi, comme la dernière fois je vous avais conseillé de regarder l'Euro de handball, eh bien elles ont fini 4e les Françaises. J'étais très triste qu'elles perdent non seulement la demi-finale, mais la place aussi pour la place de bronze. Non, c'est pas de ma faute. J'avais été à Lille pour les voir en finale et j'espérais vraiment qu'elles gagnent contre la Norvège aux Jeux Olympiques, mais ça n'a pas marché. Mais je leur souhaite tout le meilleur aux joueuses de Sébastien Gardiou. Mais j'aimerais vous recommander le film sur Netflix. C'est à Cabo, la lutte des footballeuses espagnoles contre le sexisme et sur l'ensemble de leur combat. Franchement, regardez absolument ce documentaire, vraiment, parce que il est extrêmement édifiant sur tout ce qui est mis en place au sein de la fédération et de manière plus générale dans le milieu du sport pour écraser ces dames, particulièrement les footballeuses. Et ce qui est magnifique dans le documentaire Netflix, c'est que notamment on les voit combattantes, on les voit avoir une pensée extrêmement politique, mais que à travers les images, ils redonnent vie à leur parcours, à toutes leurs victoires en Coupe du Monde. Luis Rubiales qui a embrassé donc Jenny Hermoso le soir de la finale en Mondovision, montrant qu'une agression sexuelle ça pouvait arriver à tout moment. Eh bien, ce documentaire-là, il rend vraiment justice aux footballeuses. Donc, allez, regardez-le absolument. Là, vous avez 2 semaines pendant les vacances. Regardez ce documentaire. Je suis ébloui, il n'y a même pas de prompteur. Et non. Après cette... Waouh, je suis ébloui, vraiment. Et toi, Thomas? Alors, rapidement, là, je suis président d'un festival sur la jeune création, le festival Impatience. Il reste demain. Il y a encore 2 spectacles qui se jouent. Ce festival et voilà. Impatience, Et demain, oui, on va remettre le prix, mais il reste encore 2 spectacles qui se jouent demain au 104 et au Plateau Sauvage. Voilà, il faut soutenir la jeune création. Je veux dire d'autres trucs. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Chants of Scénar. Oh, c'est trop bien. Bah oui, c'est trop bien. Bah ouais, studio français, où en gros, tu joues graphiquement magnifique, où tu joues un personnage qui arrive dans une tour où il y a plusieurs étages et il ne connaît pas les langues qui sont parlées dans ces étages et il doit faire
trouver comment traduire, comment se comprendre, et au fur et à mesure comment les peuples se mettent à recommuniquer les uns avec les autres parce qu'ils se comprennent. Très 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 beau jeu. Et puis je ne peux pas ne pas parler de l'exposition au musée de la Chasse d'Eddie Dubien, extraordinaire artiste, peintre, dessinateur, sculpteur, qui fait un travail sublime sur l'enfance et le rapport à la nature, aux animaux. C'est bouleversant, à la fois grotesque et tragique. Ça parle d'être soi, et comment la nature, elle a compris qui elle était, et que nous autres, pauvres êtres humains et humaines que nous sommes, on est un peu emberlificotés dans beaucoup de choses et qu'elle nous aide. Enfin voilà, c'est magnifique. Le musée de la Chasse qui fait souvent des expositions étonnantes. On a l'impression Absolument, comme ça que c'est un vieux grimoire. On se dit, on va avoir des têtes de sanglier avec des corps. Exactement. Et en fait, régulièrement, ils font des choses très intéressantes. Il y a aussi un très bel ours blanc. C'est vrai. Musée de la Chasse, ben voilà. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous. Thomas, d'avoir été avec nous. Je vous invite à quitter le plateau tous les trois. On va clore avec mon co-présentateur préféré, Théo.